Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e épisode de Slow Marketing. J'ai interviewé Adélaïde Bouget, entrepreneuse dans la tech, et ensemble, nous avons parlé de marketing responsable. Comme nous avons beaucoup discuté, j'ai décidé de couper cet épisode en deux. Dans cette première partie, nous avons abordé les sujets suivants. L'importance de l'enseignement du marketing responsable, le rôle des entreprises dans la transition écologique, le lien entre impact social et impact environnemental, et le concept de triple résultat net, aussi appelé triple bottom line, et ses applications. Et enfin, de la différence entre soutenable et durable. Bonne écoute! Merci Adélaïde d'avoir accepté mon invitation sur Slow Marketing. Bonjour Anaïs. Pour commencer, comment ça va aujourd'hui Adélaïde? Écoute, ça va plutôt bien, c'est vendredi, après-midi qui plus est, le week-end approche, je suis contente. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr, donc moi je m'appelle Adélaïde Bouget, je viens d'avoir 31 ans, j'ai un background finance d'entreprise marketing, strat. J'ai bossé 7 ans en tant que salarié dans des très grands groupes où j'ai principalement occupé des postes de chargé de mission auprès de directeurs et de directrices. Et j'ai monté une boîte de tech il y a 3 ans que j'ai fermée en fin d'année dernière. Et là, je suis en train de me lancer dans des nouveaux projets, toujours sur de la tech. Super intéressant. Adélaïde, si je t'ai proposé aujourd'hui de participer au podcast, c'est notamment via un de tes posts LinkedIn il y a quelques mois maintenant, qui faisait référence à un cours sur le marketing responsable que tu avais donné en école de commerce. Avant de parler plus en détail de ce cours, j'étais assez curieuse de savoir comment tu t'es retrouvée à donner ce cours en école de commerce. Ouais, super simple, c'était via LinkedIn. C'est un ancien de mon école de commerce qui est prof aujourd'hui en école et qui a posté un petit message parce qu'il cherchait des profs pour l'année scolaire 22-23. Et du coup, je lui ai dit que j'étais intéressée, je veux bien donner des cours, je donne régulièrement des cours. Et on s'est parlé au téléphone et à ce moment-là, il m'a proposé ce cours-là, tout simplement. Et du coup, j'ai accepté, quoi. Et toi, c'était quoi ton expérience avant sur ce sujet-là de marketing responsable? Alors, c'est pour moi, il y a plusieurs choses déjà. On aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai orienté ma carrière autour d'entreprises que je juge personnellement responsables, au moins pour certaines en tout cas. Je vais pas nommer, mais voilà. Du coup, c'est quelque chose dont j'avais conscience assez tôt. Et en tant que consommatrice aussi, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Je suis une méga cliente, enfin non, je suis pas une méga cliente parce que du coup c'est pas vrai, mais en tout cas je suis une hyper convaincue de Patagonia, etc. Je fais réparer mes polaires Patagonia chez Patagonia, etc. Du coup c'est un truc super important pour moi. Et après, plus récemment, je pense qu'il y a, allez, en 2019, j'ai eu pas mal de réflexions autour de mes habitudes de conso, etc. Et à qui je donne mon argent en tant que, parce qu'en fait, dans une société capitaliste, les personnes à qui on donne notre argent, en fait, elles ont le pouvoir de le dépenser. Donc c'est un sujet qui m'a pas mal occupée il y a à peu près 4 ans, et je me suis rendu compte que selon à qui on le donnait, il était utilisé de façon bien différente. Euh, et du coup, ça a été l'occasion de regarder un peu les modèles des entreprises dans la façon dont ils dépensent, elles dépensent leur argent en l'occurrence. Et c'est un peu à ce moment-là qu'il y a eu un début de prise de conscience un peu plus sérieux, on va dire. Ok. Et du coup, dans la même lignée, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important aujourd'hui de former des marketeurs et des managers, enfin les marketeurs et les managers de demain au marketing responsable, sachant que c'est pas une pratique qui est hyper développée actuellement? Enfin, là, on va rentrer dans des considérations qui sont quasiment d'ordre politique, mais c'est est-ce qu'on pense que on peut sauver la planète, oui ou non? Et si oui, comment? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le rôle le plus important, il est auprès des entreprises sur le sujet écologique de très loin, puisque les États sont pas capables de s'adapter assez vite aux évolutions de, écologiques, etc. Donc, c'est vraiment les entreprises qui doivent prendre ce sujet, même si attention, le législateur a son rôle à jouer. Hein, je veux pas détonner, mais en tout cas, le pouvoir il est côté entreprise. Donc pour moi, à partir de là, si on se dit qu'on veut sauver la planète et que c'est les entreprises qui ont le plus gros impact,
bah, c'est logique que les entreprises prennent ce sujet très sérieusement. Et après, sur le sujet de l'impact social, pour moi, le travail, c'est un vecteur d'émancipation sociale majeure. Je veux dire, aussi bien dans les communautés discriminées que sur le sujet du genre, etc. On sait que l'accès à un travail justement rémunéré, c'est un vecteur d'intégration fort. Donc à partir de là, les entreprises ont de facto un rôle majeur sur le volet social et sociétal aussi. Ouais, sur ce point par rapport au fait que les entreprises ont le pouvoir et en fait ont un rôle hyper important à jouer. Je suis complètement d'accord parce que je trouve que dans le discours ambiant, on a tendance à mettre énormément de pression, notamment sur l'individu, les petits gestes, etc. Alors que, in fine, enfin, la grande part de responsabilité et de pouvoir de changer les choses incombe aux entreprises. Donc, je suis vraiment alignée là-dessus. Moi, je nuance juste ce point à chaque fois parce que je suis pas pour une politique des petits gestes et tout ça. Je n'y crois pas trop à titre individuel, même si à l'inverse, si tu as des enfants ou une personne a des enfants, je pense que l'exemplarité est ultra importante. Donc en fait, les petits gestes prennent du sens dans ce contexte-là. Mais en dehors de ce contexte d'exemplarité vis-à-vis de tes enfants ou des enfants dans ton cercle proche, je pense qu'il y a quand même un enjeu que les gens doivent réaliser, c'est que les transports, la nourriture et les biens de consommation sont quand même ultra impactants à l'échelle de la planète. Si demain enfin, si on arrêtait de prendre l'avion tous les ans, puisque une personne dans un pays développé aujourd'hui, elle prend l'avion quasiment tous les ans, je crois, etc. Ça aurait et que tout le monde le faisait, ça aurait un impact majeur en fait. Donc c'est pour ça que je nuance les petits gestes parce que en fait le sujet du transport et si demain tout le monde se mettait à manger de la viande une fois par semaine, ça aurait un méga impact à l'échelle de la planète en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien nuancer ce point. J'y crois pas aux petits gestes, le recyclage et tout ça c'est très bien, mais en fait ça a pas masse d'impact. Par contre, si demain on s'attaquait aux gros sujets qui sont les transports et l'alimentation, en fait les petits gestes en la matière auraient un impact très fort. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, pour en revenir à ton cours, tu commences par définir qu'est-ce que le marketing responsable. Est-ce que tu peux nous donner ta définition? Oui, alors dans le cours, en l'occurrence, je donne une définition assez traditionnelle qui est la définition du bouquin de référence de chez Pearson. Mais pour moi, le marketing responsable, c'est vraiment le fait d'analyser ta chaîne de valeur et d'être sûr que chaque étape de ta chaîne de valeur est responsable. Ce qui implique que du coup le marketing responsable, il est bien au-delà de ce qu'on peut connaître aujourd'hui en matière de pratiques de RSE, puisque aujourd'hui le gros des pratiques de RSE est très superficiel en fait, voire même en dehors de la chaîne de valeur des entreprises. C'est-à-dire que, je donne un exemple concret, mais quand une entreprise a une fondation et dit que sa strate de RSE elle est dans sa fondation, ça veut dire que ça n'impacte pas sa chaîne de valeur en fait en tant qu'entreprise. Voilà. Donc pour moi, le marketing responsable, c'est vraiment l'analyse de la chaîne de valeur de l'entreprise et du business model aussi, mais on reviendra dessus, et le fait d'être responsable à toutes les étapes de cette chaîne de valeur. Important de souligner que la responsabilité, c'est primairement lié à l'écologie et au volet social. On peut pas dissocier les deux. On va en reparler, j'imagine, plus tard, mais voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais, mais si tu veux, on peut jumper sur cette question parce que ça faisait partie aussi des points qui étaient hyper importants dans ta présentation et que j'aimerais bien revoir avec toi. Pourquoi, du coup, selon toi, l'impact social est aussi important que l'environnemental et comment ils sont intrinsèquement liés? Yes. Alors ça paraît, c'est quasiment un sujet politique, hein, c'est bien extra business en fait. Enfin, ça va bien au-delà, mais c'est une question de vision personnelle. Aujourd'hui, même si on rend la planète vivable, sont- il y a 10 000 scénarios différents. Si demain on a bipolarisé la société au point où il y a des ultra pauvres et des ultra riches, ben en fait ça fera pas ce qu'on appelle greater good, c'est-à-dire que on aura une planète vivable pour en fait une frange de la population très petite qui aura accès aux ressources de la planète. À l'inverse, si on fait en sorte que tout le monde ait une forme accès à une forme d'équité des droits, etc., mais que la planète brûle, en fait, plus personne non plus ne pourra bénéficier des ressources de la planète. Moi, je le présente souvent comme ça. Je pense que l'idée, c'est que le maximum de gens aient accès au meilleur niveau de vie possible. Et ça, c'est pour moi la définition du bien commun ou du greater good en anglais.
qui est super intéressant. Et du coup, quand tu donnes ce cours et ces définitions aux étudiants, parce que il me semble que tu as donné ce cours plusieurs fois, c'est quoi un peu les retours et les commentaires que tu peux avoir? Ça va être ultra aléatoire. Déjà, si c'est un cours de tronc commun versus un cours de spécialité, ou si c'est un cours de L2 versus un cours de master, enfin, t'as pas du tout les mêmes retours. Moi, je commence toujours le cours en demandant à quel point les étudiants et les étudiantes se sentent concernés par ce sujet. Voilà, il y a des fois les étudiants et les étudiantes se sentent très concernés, des fois beaucoup moins. Il n'y a pas de règle générale. Je pense que on dit souvent que les générations qui ont aujourd'hui moins de 25 ans se sentent ultra concernées par les problématiques de responsabilité au sens large. C'est probablement vrai à l'échelle statistique. Néanmoins, dans les faits, quand on leur demande de réfléchir à comment être responsable dans leur travail, bah ils sont comme tout le monde en fait. C'est pas si simple quoi. Enfin, ils s'en rendent compte. Donc parfois, ils sont dans une position où ils sont un peu désabusés, où ils disent ouais ben en fait, moi je rêve de bosser pour Coca ou pour L'Oréal, et en fait je serai tributaire de la politique de responsabilité de l'entreprise dans laquelle je vais bosser. Donc c'est des positions qui sont complexes. Néanmoins, il y a de plus en plus de personnes de moins de 25 ans qui veulent réconcilier leur valeur perso avec leur quotidien de travail. On le voit sur LinkedIn, tous les sondages le montrent, etc. Dans les faits, on a quand même encore des moins de 25 ans qui se rendent bien compte que c'est en fait très difficile, quoi. Du coup, dans ton post, tu partages ton support de cours. Si c'est OK avec toi, j'aimerais bien le mettre aussi dans les ressources de cet épisode. Et j'aimerais qu'on revienne sur une partie du cours, comment faire du marketing responsable, où tu parles notamment du triple résultat net. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est? Oui, c'est un concept qui s'appelle TBL, en anglais, donc Triple Bottom Line. C'est plutôt simple, c'est le fait de s'assurer que la bottom line d'un produit, donc la bottom line, c'est le résultat, il intègre le résultat financier, donc économique en fait, mais aussi le résultat écologique et le résultat social d'un produit. Exemple concret, genre je vends un produit de grande consommation, mon produit est sustainable, genre j'ai réussi à clean mon produit, j'ai clean sa démarche de distribution, etc. Mais par contre, j'ai pas d'impact positif environnemental, j'ai un impact neutre at best, ou très limité, de façon très limitée négative. Et j'ai un impact social, soit négatif, soit, enfin peu importe. J'ai pas mesuré mon impact social. Bah en fait, d'un point de vue contemporain, moi je pense que c'est pas satisfaisant. Et il n'y a pas que moi, hein, d'ailleurs, il y a plein d'autres gens. Et c'est de là que ce concept est né, c'est que aujourd'hui, quand on développe un produit, la responsabilité des marketeurs, c'est que la triple bottom line soit positive, c'est-à-dire qu'on ait un impact positif sur le consommateur, qu'on lui apporte un produit qui est utile pour lui, etc. Qu'on ait un impact positif sur l'environnement, c'est-à-dire qu'on ait, enfin, qu'on soit enfin, alors ça peut être genre on capte du CO2 par exemple, ça peut être plein de choses, mais ça va au-delà de juste être neutre, hein, ça va avoir un impact positif. Et ensuite de ça, avoir un impact positif social, ça peut être contribuer au retour vers l'emploi de certaines personnes, à un emploi juste, justement rémunéré, etc. Des gens qui n'avaient pas de pouvoir d'achat avant et qui se retrouvent de nouveau avec un pouvoir d'achat, etc. Voilà, c'est en gros le résumé de ce concept de TBL. Et il y a une question qui me vient à l'esprit là, mais est-ce qu'il y a des entreprises qui arrivent à vraiment l'appliquer? Parce que ça, enfin, c'est pas simple de prendre en compte toutes ces verticales. Je pense que déjà c'est très lié à l'industrie dans laquelle on bosse, parce qu'il y a des industries c'est beaucoup plus dur que d'autres de le faire. Moi j'aime bien, il y a un indicateur des fois que j'aime bien faire, c'est la quantité de CO2 par euro de chiffre d'affaires des entreprises. C'est un truc que je fais moi. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui le font d'ailleurs, j'en sais rien, j'ai jamais checké. Mais dans tous les cas, on se rend bien compte que selon les industries, la quantité de CO2 générée par euro de chiffre d'affaires, c'est pas la même chose du tout, quoi. Enfin, t'as pas les mêmes enjeux. Donc déjà, voilà, sur certaines entreprises, c'est beaucoup plus dur. Après, sur les aspects sociaux, je pense que c'est déjà un petit peu plus accessible, paradoxalement, parce que la première responsabilité des entreprises, c'est de justement rémunérer les gens qui travaillent pour elles, et ensuite de les faire travailler dans des conditions de travail qui leur permettent de s'épanouir
alors c'est très vaste s'épanouir, mais en tout cas qu'ils les mettent pas dans des situations en termes de santé mentale qui soient négatives. Moi, pour moi, la responsabilité sociale primaire des entreprises, c'est vraiment ça, genre bien payer les gens, enfin en tout cas dignement, et s'assurer qu'ils évoluent dans des conditions de santé mentale satisfaisantes. Donc ça, pour moi, c'est déjà plus accessible paradoxalement, parce que en fait, ça rejoint un autre combat contemporain des entreprises qui est de garder les talents. Et donc en fait, tout ça est très lié à la fin, donc je pense que c'est un petit peu plus accessible. Après, ça veut pas dire que les entreprises le font pour autant, mais en tout cas, c'est un peu plus accessible à mon sens. Voilà. Et après, bah, résultat économique, ça, toutes les entreprises essayent d'être profitables, donc pour le coup, c'est pas très spécifique. Mais oui, enfin, donc je réponds pas vraiment à ta question, je suis désolée, mais en fait, mon point, c'est que oui, il y a des entreprises qui y travaillent, il y en a des très connues, mais il y a surtout beaucoup de PME et d'ETI qui y travaillent. Euh, Ça va être des entreprises qui sont pas connues du grand public, mais qui y travaillent très fortement parce que c'est dans les valeurs des fondateurs ou des fondatrices. Et en ce sens, ils font un travail énorme. À l'échelle des très grands groupes, je pense pas qu'il y en ait vraiment qui ait mené le travail de bout en bout aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, je pense pas que ce soit possible en un temps très court aussi de mener ces changements. C'est des changements qui prennent plusieurs années. Par rapport à l'indicateur que tu viens de enfin, que tu dis mesurer là, la quantité de CO2 par rapport au chiffre d'affaires, c'est marrant, ça me fait penser à cette semaine, j'étais sur une conférence sur how to avoid unintentional greenwashing. Et un des chiffres qui était dont il parlait, je viens de le retrouver, c'est une étude qui a été faite à Londres pour des salaires entre 50 000 et 12 millions de pounds dans les top advertising exécutifs, donc vraiment les personnes qui prennent des décisions en termes de communication marketing. En fait, elles détruisent 11 pounds pour chaque pound de valeur générée. Donc en fait, c'est assez flagrant en fait comme type d'indicateur. Et c'est peut-être en fait ce genre d'indicateur qu'on devrait plus développer, en tout cas plus avoir en tête dans nos manières de travailler, de parler d'économie, etc. Je pense que c'est important d'avoir des indicateurs qui marient l'aspect économique et l'aspect responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, les reportings de responsabilité sont faits avec des indicateurs qui leur sont propres et qui sont décorrélés de toute réalité économique. Et je pense que c'est un problème en fait. C'est pour ça que j'aime bien cet indicateur de CO2 par euro de chiffre d'affaires, parce que je trouve ça très bête, c'est intellectuellement très simple en fait. Alors il y a plein de biais hein, au demeurant, etc. Mais bon, ça reste une simplification que je trouve intellectuellement acceptable. Et c'est hyper parlant si tu prends le CAC 40 de voir les profils enfin c'est hyper intéressant. Et après on peut rentrer dans le débat de comment on calcule la quantité de CO2 etc. Parce que les méthodes sont complexes et etc. Mais je trouve ça en tout cas intéressant de le faire. Ah oui, mais complètement. Même si effectivement, comme tu dis, c'est hyper simplifié, il faut le prendre avec des pincettes, enfin, comme tout indicateur, mais ça donne au moins un ordre de grandeur en fait. Ne serait-ce que de pouvoir mettre une échelle, de pouvoir comparer des entreprises avec ces critères-là, je trouve que ça c'est déjà hyper important. Euh, ok, dans ta présentation, tu parlais de la différence entre durabilité et soutenabilité. Euh, Tu peux m'expliquer pourquoi c'est une notion importante pour toi dans le marketing responsable? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est un aspect purement sémantique. Aujourd'hui, les entreprises, dans leur communication, interchangent souvent les deux mots. En anglais, je connais, durabilité et soutenabilité, du coup, en français, je crois, c'est ça. Donc, c'est sustainability et durability. Aujourd'hui, c'est très interchangé par les entreprises. Dans les faits, ce sont deux mots qui n'ont pas le même sens. Je vais rappeler très brièvement, mais durabilité, c'est le fait que quelque chose dure longtemps. Sustainabilité, c'est que le fait que la chose dure perpétuellement. Donc déjà, c'est pas du tout le même concept, parce que déjà, durer longtemps, ça veut tout dire et rien dire hein, à l'échelle d'une industrie. Est-ce qu'un MacBook qui dure 10 ans, c'est durable? Est-ce un MacBook qui dure 2 ans si tu l'utilises de façon intensive, c'est durable? Je sais pas, tu vois, mais en tout cas, c'est deux choses très différentes, perpétuel versus longtemps. Je pense que tout le monde voit bien la différence. Et après, donc déjà ça, c'est important de resituer la sémantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui se disent durables
c'est plus acceptable. Il y en a de moins en moins de toute façon qui le disent parce qu'elles savent que c'est plus vraiment acceptable. Et durable n'est pas un objectif. Durable, c'était peut-être un objectif il y a 15 ans, tu vois, mais ou 10 ans, allez. Mais en 2023, durable, c'est plus un objectif. Les entreprises ont pour responsabilité d'avoir des croissances qui soient sustainable, des produits qui soient sustainable, etc. Alors ça pose plein de problèmes hein, par ailleurs, mais en tout cas, durable pour moi c'est vraiment un objectif de l'ancienne RSE en fait, enfin d'un peu avant quoi. Aujourd'hui, on est plus dans une logique de sustainability. Et ça, c'était important de le souligner aux étudiants parce que c'est vrai que quand on passe dessus très rapidement, on peut se dire ah oui, cette entreprise est durable, c'est super. Ben non, en fait, c'était peut-être super il y a 10 ans, mais plus maintenant. Et puis après, c'est plus là, ce cours était vraiment adressé à des futurs marketeurs. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire ok, aujourd'hui, c'est pas satisfaisant quand on développe des innovations ou des nouveaux produits qu'elles soient simplement durables. Il faut qu'elles soient soutenables en fait. On peut plus lancer de nouveaux produits qui soient simplement durables. Voilà. Donc je pense que c'était vraiment les deux messages clés autour de cette différence sémantique majeure. C'est la faute à l'expression développement durable en fait. Merci pour ton écoute. On retrouve Adélaïde la semaine prochaine pour la suite de notre conversation. On y parlera de segmentation et positionnement, de something washing et d'astroturfing, et enfin d'exemples inspirants d'entreprises appliquant l'éco-marketing. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter Slow Marketing sur Substack. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.